La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas et nous sommes à 86 jours du coup d'envoi de cet incontournable rendez-vous du football africain. Bienvenue, vous êtes sur Monto et vous suivez le journal de Cannes. Tout de suite, Actu Cannes. Le 12 octobre dernier, vous étiez nombreux à suivre la cérémonie du tirage au sort devant vos petits écrans. L'ambiance au parc des expositions à Abidjan était électrique. La crème de la crème du football africain était présente à l'événement. Mais entre sécurité, service traiteur, les caméras, la question que tout le monde se pose: qui se cache derrière toute cette organisation? Retour sur les coulisses de cet événement haut en couleur. 2 jours avant le jour J, un joyau architectural déjà en effervescence. Le flambant neuf parc des expositions d'Abidjan se prépare pour le tirage au sort sur lequel le continent a les yeux rivés. Une cérémonie sous la supervision d'Herman Zamblé, le maître d'œuvre de l'événement au sein du comité d'organisation. Tous les autres sont bons? Oui, tous les autres sont bons. C'est joli. À l'intérieur du Convention Center, les derniers réglages. Comment vous allez, ça avance bien? Ça va, vous n'avez pas de soucis. Les techniciens sont à pied d'œuvre véritablement pour que tout soit calibré. Vous voyez, l'équipe de production est là, des tests techniques sont en train de se faire, les différents montages ont lieu. Voilà, donc demain et après-demain, nous aurons la répétition et puis le filage. Voilà, devant toutes les équipes de la CAF également. Une cérémonie qui a été conçue comme un show culturel célébrant la diversité des danses ivoiriennes et africaines que cette troupe de danseurs s'apprête à mettre en musique. Là maintenant, nous allons nous diriger vers nos jeunes performeurs, une quarantaine, pour cette fête artistique-là qui va faire voyager donc, la Côte d'Ivoire et les peuples africains donc, à travers notre pays. Un spectacle que Lily Olomide, danseuse professionnelle, a préparé pour en faire un show exceptionnel. Ce qu'on prépare, c'est tout simplement une fresque d'ouverture avec un cocktail de culture, donc de tradition, de modernisme, avec des danseurs aux compétences mais diverses. Pas une minute à perdre, c'est l'heure de la répétition. À 24 heures de l'événement, nous assistons à la dernière réunion de réglage au sein du comité d'organisation. Dans la salle, toutes les commissions du COCAN qui planchent sur cette cérémonie, sous la supervision du vice-président du comité et patron du football ivoirien. C'est tout ça, passer à 3 quarts. 3 quarts de combien? De 50. Ça fait 150. Comme ça, on est sûr que quoi qu'il arrive, c'est pour les... D'accord, vous venez d'assister à la dernière réunion sur site par rapport au tirage au sort. Donc il était question de faire le point avec toutes les commissions impliquées. Donc aujourd'hui, à date, au niveau des accréditations, au niveau de la cérémonie en elle-même, au niveau de la santé, au niveau des questions de sécurité, tout cela a été passé en revue. Et donc, je veux dire, la cérémonie du 12 sera une belle réussite. Et à quelques minutes de la cérémonie, à l'heure du jour J, défilé de stars sur le tapis rouge. La planète foot et glamour se donnent rendez-vous dans le centre de convention. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça fait plaisir qu'aujourd'hui, voilà, le draw se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Cannes, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Je suis très excité. Je vois ce que ça va donner. On espère que voilà, nos jeunes seront à la hauteur. J'espère le meilleur pour la Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle Cannes qui nous attend et qui sera très disputée. On verra, le meilleur gagne. 2 heures plus tard, avec les différentes poules connues, le jeu des pronostics peut commencer entre les légendes du foot présentes ce soir-là. C'est un tirage très intéressant pour toutes les équipes, c'est un tirage relevé, mais nous on est la Côte d'Ivoire quand même. Donc voilà, à nous de les supporter, à nous de les pousser vers la victoire. C'est un groupe qui est très fort. On a eu nos problèmes avec les Cap-Verdiens, mais j'ai confiance en mes Black Stars. On a une certaine expérience et puis on verra bien. Une cérémonie du tirage au sort qui a lancé le dernier compte à rebours de la plus grande fête du football africain.
La Guinée-Bissau affrontera la Côte d'Ivoire le 13 janvier prochain au stade Alassane Ouattara à Ebimpe pour le tant attendu match d'ouverture de la CAN 2023. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette affiche? Nous avons posé la question au journaliste sportif Aboubakry Ba. La CAN ivoirienne ne va pas déroger à la règle. Il y a quasiment jamais de choc en match d'ouverture. C'est très rare. La nature du tirage veut que l'équipe du chapeau 1, le pays organisateur, rencontre l'équipe du chapeau 4. À chaque fois, c'est les premiers matchs de chaque poule. C'est un peu un match à l'avantage normalement des pays du chapeau 1. La Côte d'Ivoire étant non seulement organisateur, mais un des très, très grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, ne pouvait pas tomber sur un grand nom tout de suite. Ce serait trop demander aux éléphants de Côte d'Ivoire. Il est important pour les Ivoiriens toutefois de bien rentrer dans la compétition. La prestation lors de ce premier match déterminera peut-être l'avenir de la compétition, l'avenir des éléphants. Il est important de bien le négocier pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mais attention quand même au piège, parce que cette équipe de Guinée-Bissau commence un peu à titiller les grands. Équipe du chapeau 4, on l'a dit, mais une équipe très régulière en Coupe d'Afrique des Nations. Pas plus tard qu'au mois de mars, cette équipe de Guinée-Bissau a battu le Nigeria, qui est le deuxième adversaire de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc, il y a des ressources dans cette équipe de Guinée-Bissau, mais normalement, encore une fois, la Côte d'Ivoire part largement avec la faveur des pronostics. Il ne faudrait pas que l'enjeu de ce match d'ouverture, justement, vienne un peu compromettre l'entrée en matière des éléphants de Côte d'Ivoire. On a vu une très, très belle équipe de Côte d'Ivoire face au Maroc. C'est une équipe qui a réellement affiché ses ambitions, une équipe crédible pour la course au titre. Maintenant, il ne faut pas que un match d'ouverture avec tout le symbole qu'il y a autour, tout le cérémonial des cérémonies d'ouverture et tout vienne perturber cette équipe de Côte d'Ivoire. De la concentration et beaucoup de sérieux. Il faut prendre au sérieux cette équipe de Guinée-Bissau, mais logiquement, la Côte d'Ivoire devrait s'imposer pour l'entrée en matière de Coupe d'Afrique des Nations. Merci à Aboubakry Ba. Je rappelle que la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau ne se sont jamais rencontrés dans une phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en parlant du tirage au sort, vous avez là tous les 6 groupes de cette 34e édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et c'était à anticiper. Une fois le tirage au sort terminé, la toile était en feu. Des commentaires fusent de partout. Vous avez là même la réaction du champion du monde de MMA, le Camerounais Francis Ngannou, qui lance quelques petites piques, on va dire, à Sadio Mané. Et vous avez également cet autre tweet qui présente le groupe C, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Et selon ce tweet, les Camerounais seraient un peu inquiets de cette composition. Et en restant sur le sujet du groupe de la mort, notre expert du jour nous donne son avis et c'est dans l'œil de l'expert. Et comme pour toutes les éditions d'une compétition qui se respecte, ce tirage au sort nous offre un groupe dit de la mort. Le groupe C avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie promet de nous offrir dès le premier tour de la compétition des rencontres palpitantes. Décryptage de ce qu'il y a à venir avec Karim Baldé, journaliste sportif et chroniqueur sur TV5 Monde. Mon avis global sur ce tirage au sort, c'est qu'il promet une belle compétition. Pourquoi? Parce que le premier tour sert de rodage depuis qu'on est passé de 16 à 24 équipes. Et donc, le nouveau système avec les 2 premiers de chaque poule plus les 4 meilleurs troisièmes qualifiés pour les 8e fait qu'il s'agit d'un tour de rodage. D'un côté, le Sénégal, plein de confiance. Depuis son titre de champion d'Afrique, finit le complexe, finit cette quête du premier trophée continental qui pesait sur les épaules de la génération Sadio Mané. Maintenant, les joueurs sont beaucoup plus libérés, ils peuvent développer leur jeu. Et moi, ce que j'ai ressenti en les voyant, c'est la sérénité. Quelles que soient les circonstances de match, même s'il n'y a eu que 1-0 au tableau d'affichage, mais le Sénégal a dominé la rencontre de la tête et des épaules. Et Sadio Mané nous disait après le match d'ailleurs que on méritait de gagner, puisqu'on a dominé dans un léger sourire un peu moqueur, mais
ça montre à quel point le Sénégal était bien au-dessus du Cameroun. Et les Lions indomptables de l'autre côté, eh ben, ils suscitent quand même de l'inquiétude, il faut bien le dire, puisqu'ils sortent d'une période internationale ratée avec cette défaite-là, couplée avec la défaite 1-0 en Russie. Et surtout, le bilan de Rigobert Song est très médiocre. D'accord, il a réussi à arracher une qualification pour la Coupe du Monde lors de l'un de ses premiers matchs face à l'Algérie, une double confrontation épique. Mais depuis, on a l'impression que ça ne prend pas et il a un nombre de défaites, je crois que c'est 7 en 12 matchs, quelque chose comme ça. Et puis, on a la Guinée et la Gambie. La Guinée, difficile de classer cette équipe. Ce n'est pas forcément un favori, ce n'est pas forcément un outsider, mais en même temps, ce n'est pas un petit poussé. Donc, la Guinée est un peu inclassable parce que ils sont toujours en deçà des attentes et surtout malgré des joueurs en forme comme Serhou Guirassy, l'attaquant de Stuttgart qui cartonne dans le championnat d'Allemagne, on a du mal à avoir vraiment une ossature à tous les niveaux dans tous les postes. Voilà pourquoi la Guinée est un peu inclassable. Et puis, il y a la Gambie. La Gambie, ça a été l'une des équipes surprises de la CAN précédente. Ils ont réussi une qualification historique et c'est l'un des meilleurs projets footballistiques dans les petites nations, entre guillemets, africaines à ce jour. Alors Karim, au-delà de ce groupe C, ce groupe de la mort, quels sont les autres chocs de ce premier tour? Côte d'Ivoire-Nigeria, le match le plus attendu pour le pays organisateur sur ce premier tour. Ce sera vraiment un bon test pour les éléphants qui, ces derniers mois, ont eu des matchs amicaux et puis les matchs dans un groupe de qualification. On sait que c'est un petit peu étonnant puisqu'ils sont versés dans un groupe de qualification en étant déjà qualifiés pour la compétition. Ils ont pu se jauger, préparer, affiner leur tactique, mais là, avec ce match face au Nigeria, on va rentrer dans les choses sérieuses. Les Super Eagles présentent beaucoup de bons joueurs offensifs. On pense évidemment à l'attaquant de Naples, Victor Osimhen. Après, le Nigeria, là où j'ai quelques inquiétudes de leur côté, c'est que il y a une instabilité au poste de sélectionneur. Ils ont failli virer le sélectionneur qui est arrivé il y a très peu de temps. Et cette instabilité chronique à la tête de l'équipe et à la tête de la fédération n'inspire pas vraiment la confiance et la continuité nécessaire, selon moi, pour gagner un titre de champion d'Afrique. C'était Karim Baldé, journaliste sportif et chroniqueur à TV5 Monde. Comme chaque semaine, nous braquons nos projecteurs sur l'une des 24 équipes qualifiées pour la CAN 2023. Aujourd'hui, focus sur le Maroc. Champion d'Afrique U23 et demi-finaliste du dernier mondial au Qatar, la sélection marocaine espère bien remporter une seconde CAN. Même si son entraîneur Walid Regragui ne place pas son équipe dans le groupe des favoris de la compétition, il espère que les jeunes talents de l'équipe peuvent aider les Lions de l'Atlas à créer la surprise. C'est pas une finalité pour moi, je ne prends pas des jeunes pour prendre des jeunes, même si j'ai dans un coin de ma tête de toujours servir le pays pour l'avenir. Il y a des échéances qui vont arriver pour le Maroc, que ce soit en 2025 ou en 2030. Donc voilà, mais on les prépare doucement, mais ils ont leur place dans ce groupe, comme beaucoup d'autres. Maintenant, voilà, nous on sait très bien que l'équipe A marocaine, c'est toujours les résultats, ou même peu importe la nationalité du pays. La Coupe d'Afrique, ça a toujours été difficile pour le Maroc. On n'a qu'une Coupe d'Afrique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les demi-finales. Je crois que la dernière fois que le Maroc a fait demi-finale, je crois que j'étais joueur, j'avais des cheveux. Donc aujourd'hui on n'est pas favori. Et je m'excuse auprès du peuple marocain parce que c'est vrai que j'étais parti. Je disais si on ne fait pas minimum demi-finale. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a des meilleures équipes que le Maroc sur le continent. Dans les 1 an qui sont passés après la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé, qui arrivent en puissance, dont la Côte d'Ivoire, dont l'Égypte, dont l'Algérie. Le Nigeria, beaucoup d'équipes qui n'ont pas été à la Coupe du Monde, je pense que c'est elles qui sont favorites. Nous, on va essayer de se battre. Comme vous avez dit, vous avez parlé de premier tour, déjà on va essayer de passer le premier tour. Et après, Inch'Allah, comme on dit, si Dieu est avec nous, pas après pas. Mais aujourd'hui, le Maroc n'est plus favori de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était là l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, lors de la conférence de presse Côte d'Ivoire-Maroc au stade Félix Houphouët-Boigny. Et le Maroc pourra compter sur le soutien de ses supporters. Parmi eux, Amine Birouk, rédacteur en chef de Radio Mars, un média marocain. Écoutez, il y a un vrai vent de confiance depuis la Coupe du Monde. Nous avons été la fierté d'un pays, d'un continent. Nous espérons continuer sur la lancée. Ça ne sera pas facile parce que nous sommes désormais dans le rôle de la proie et non plus du chasseur. Nous allons avoir un échantillon dans quelques semaines puisque nous allons retrouver la Tanzanie en éliminatoire de la Coupe du Monde. La Zambie, ça viendra après la CAN. Mais ce qui est certain, c'est qu'il
faudra être prêt à 100% dès la première minute de la compétition. Amine Birouk et son équipe étaient à Abidjan dans le cadre de la cérémonie de tirage au sort et du match Côte d'Ivoire-Maroc. À moins de 100 jours de la CAN 2023, Puma a sécurisé un deal de dernière minute et remplacera Umbro comme partenaire technique de la Confédération africaine de football. Un accord a été conclu le 16 octobre dernier entre l'instance du football africain et l'équipementier allemand. Et pour terminer ce journal, petit retour sur les anciens équipementiers de la CAF et c'est dans Histoire de CAN. Si Adidas a longtemps été l'équipementier attitré de la Confédération africaine de football, c'est en 2008 qu'elle personnalise enfin ce petit bijou. Wawa Aba est le nom du premier ballon officiel de la CAN, un ballon qui allie à la fois tradition et modernité. Après cette édition, Adidas est remplacé en 2017 par Mitre, un équipementier anglais qui sortira le ballon Delta Hip. Cette collaboration sera de courte durée puisqu'en 2019, lors de la CAN égyptienne, Umbro fait son apparition avec son ballon intitulé Néo-Pro, puis Togu, celui de la CAN 2021 au Cameroun. Et là, nous attendons impatiemment le ballon de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire et qui sera proposé par l'équipementier allemand Puma. Voilà, c'est la fin de ce journal de CAN. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.